Réflexion culturelle 8. Médias et liberté d'expression. 1. La communication collective. En raison du caractère d'abord grégaire de l'espèce humaine, le véritable bien-être de chacun dépasse largement la condition physico-mentale individuelle précédemment étudiée, pour inclure une forme de conscience communautaire sans laquelle aucune identité partagée ne saurait exister. Toute société humaine, à quelque échelon que ce soit, suppose donc des modes de communication collective aptes à tisser un lien culturel via une variété infinie de moyens techniques ou médias, au sens le plus large de ces termes, seule façon de forger un peuple dont le principal intérêt est de pouvoir vivre ensemble aussi pacifiquement que possible, même hélas sous la tutelle d'un pouvoir minoritaire. Les outils correspondants peuvent être aussi variés que la parole, la tradition orale, la rumeur et les on-dit des tribus, villages et autres bourgades de taille humaine, en passant par les crieurs publics et leurs utiles proclamations officielles, annonçant à tous les lois ou décisions de l'autorité locale, régionale ou nationale, pour finir par se démultiplier d'une façon spectaculaire et de plus en plus incontrôlable depuis la généralisation de l'écriture, de la lecture et de l'imprimerie, suscitant à terme les vastes enjeux de la presse professionnelle, écrite et télévisuelle, jusqu'au plus récent développement des technologies digitales, d'Internet et de ses réseaux sociaux. Au fil d'incessants progrès à la fois instrumentaux et culturels, un certain degré de démocratisation semble être à l'œuvre, complétant l'habituelle propagande ou information officielle provenant de tout pouvoir, entre autres via l'éducation, par l'avènement de médias privés plus ou moins indépendants du dit pouvoir, dont le règne culturel et l'influence sociétale sont désormais dangereusement concurrencés. Le dernier étage de ce processus d'atomisation médiatique est en réalité assimilable à un rez-de-chaussée, puisque chaque citoyen a désormais le pouvoir individuel de s'exprimer en s'adressant à un public anonyme, ce qui, comme toute innovation en elle-même utile et neutre, induit autant de risques que d'avantages selon les finalités et façons de s'en servir. Par médias, il faudra donc entendre ici tout moyen de diffusion d'informations ou d'opinions à destination d'un public anonyme et dont le contenu concerne particulièrement l'actualité ou l'histoire immédiate, dans le but supposé de révéler un fait et de le commenter plus ou moins objectivement, voire de débattre en réagissant à tout événement, tandis que symétriquement, la liberté d'expression correspondante engage la responsabilité de celle ou de celui qui s'exprime. En termes de raccourcis historiques, les observations préliminaires précédant ce paragraphe ne sont pas sans suggérer un parallèle, certes approximatif, mais pourtant révélateur, entre les évolutions politiques et médiatiques, puisque les systèmes autocratiques passés ou actuels se caractérisent par l'absence de quasiment toute liberté d'expression sous la férule de la propagande et de la censure, tandis que les sociétés pseudo- ou semi-démocratiques font cohabiter une caste politique minoritaire avec un microcosme médiatique à demi émancipé et dès lors insuffisamment représentatif de la réalité complexe des opinions citoyennes, et qu'enfin, l'évolution la plus récente associe désormais chaque citoyen à une forme élargie de liberté d'expression médiatique, encore dangereusement balbutiante, mais en synchronisation peu ou prou logique avec une conscientisation politique exigeant une authentique démocratie populaire et majoritaire. Le cas français confirme en tout point cette observation, s'agissant en particulier des 2 siècles précédents, y compris au travers des diverses républiques, puisque la concentration progressive des médias a suivi la même tendance que celle des pouvoirs socio-économiques et politiques, en dépit d'une variété apparente de supports spécialisés, tant écrits que radiophoniques ou télévisuels. Comme à chaque moment plus crucial de l'histoire, les innovations techniques les plus disruptives favorisent un bouleversement culturel qui implique à terme une évolution politique de même amplitude, et l'actuelle prise en main d'un pouvoir d'expression médiatique par chacun doit correspondre à l'avènement d'une maturité citoyenne bien comprise, propre à compléter utilement les nécessaires communications officielles, ainsi que le journalisme professionnel. Force est de constater ici que cette inévitable citoyennisation médiatique sans précédent coïncide avec un besoin évident d'appropriation démocratique universelle, préparant déjà techniquement et culturellement l'imminent accouchement du délodisme bi-économique et tempérant,
Malgré tous les excès qu'entraîne la nouveauté de l'outil, l'impréparation de ses milliards d'utilisateurs et la confusion du violent effondrement sociétal en cours, sur fond de division, de haine et de ressentiment. De la même façon que, grâce au progrès de l'histoire, la flèche verticale descendante du pouvoir autocratique s'est très partiellement démocratisée en pseudo-démocratie de type électoral et devra bientôt se dissoudre entre tous les citoyens pour pouvoir aussitôt se reconstituer et surtout s'inverser grâce à la démocratie locale directe et son pouvoir ascendant délégatif, la démocratisation médiatique et son accessibilité technique universelle responsabiliseront à terme chaque citoyen en tant qu'élément constitutif de la variété des vécus et des opinions, une fois les conditions structurelles réalisées et dûment ajustées pour éviter la cacophonie, les manipulations et les violences actuelles en matière de transmission d'informations ou de commentaires. Dans la mesure où la démocratie suppose une forme de réappropriation citoyenne, individuelle et égalitaire de tout ce qui constitue une autonomie, une souveraineté et une responsabilité aussi complète que possible, les nouveaux enjeux médiatiques font partie d'une vaste redistribution des rôles en matière de communication potentielle de chacun à destination d'un public de facto anonyme. Et le propos de ce chapitre sera donc de clarifier autant que possible la situation et l'évolution encore confuses des trois niveaux déjà repérés, public, d'entreprises privées et citoyens, sous l'éclairage comparatif et, faut-il espérer, révélateur du délodisme bi-économique. Avec un peu de chance et un sincère effort de neutralité universaliste, le noble principe de la liberté d'expression devrait en sortir renforcé autant que tempéré, dans le seul but de mieux en cerner la compatibilité avec les notions de justice et de paix que suppose la démocratie. 2. Parole publique et conscience médiatique collective. Historiquement, et mis à part la communication horizontale des rumeurs tissées par les échanges ou autres conversations anodines de la vie quotidienne, les premiers médias indispensables à toute société ont été imposés par une forme ou une autre de pouvoir minoritaire, de type guerrier, religieux ou socio-économique avant la lettre, en tant que seul moyen de faire savoir, pour transmettre sans faille toutes les intentions et opinions dominantes de chaque époque, soumettant par là même une population donnée tout en lui procurant ainsi une cohérence sociétale et culturelle, y compris par le biais des premières contraintes éducatives, sachant que par le jeu subtil d'une forme d'équilibre fonctionnel entre dominant et dominé, l'embryon de société ainsi formé a pu s'épanouir plus ou moins en fonction d'une compatibilité minimale entre l'attente du peuple et la volonté de son gouvernement. Ces communications à sens unique du sommet vers la base ont toujours pour but d'informer les populations, non sans les former en continu, en matière de loi, surtout concernant la police et la justice, ainsi que les droits, devoirs et autres interdits permettant d'imposer une paix dans des termes hélas définis par une infime minorité de super-citoyens peu ou prou autoproclamés et toujours tentés d'abuser de leur pouvoir, faute de démocratie délodiste ascendante. Dans les pires contextes, lorsque la sagesse et le sens de l'équité ne dictent pas le comportement des chefs, les médias publics se limitent à de simples outils de propagande, et les pseudo-journalistes à de tristes répétiteurs, tout aussi décérébrés que des enceintes sonores, tandis que les commentateurs se font le relais d'un bourrage de crâne officiel propre à manipuler des lecteurs, auditeurs ou spectateurs privés de toute liberté contradictoire pour cause de censure absolue. Ce type de situation, typique des pires dictatures, constitue le niveau le plus bas d'existence médiatique sociétale et perdure encore en de trop nombreux endroits du monde, alors même que dans l'histoire humaine, les plus grandes civilisations ont quasi systématiquement correspondu au règne de gouvernants éclairés, et malgré tout despotes en termes de puissance personnelle, dans la mesure où ces personnages historiques se sont avérés assez intelligents ou spontanément humanistes pour être justes envers la majorité de leurs sujets, pour écouter avec tolérance les avis contradictoires de multiples conseillers ou représentants de leur peuple. Ces intelligences supérieures et hélas rarissimes, devinant et anticipant inconsciemment un semblant de critères délodistes, ont plus ou moins toléré une pluralité médiatique, toute proportion gardée, laissant une trace amplement méritée, aussi positive qu'indélébile, jusque dans les mémoires d'aujourd'hui.
Ces exemples beaucoup trop rares démontrent déjà que la prise en compte des aspirations populaires les plus majoritaires va de pair avec la pluralité médiatique et l'écoute attentive et bienveillante de ce qui remonte de la base sociétale, à cette différence près que tout dépend encore des bonnes intentions, ô combien aléatoires, d'individus de facto autocratiques, voire de minorités oligarchiques. Force est de constater qu'à défaut de pouvoir compter sur des individualités providentielles, de fréquences d'apparition séculaire dans le meilleur des cas, et en l'absence de toute démocratie minimale, le niveau zéro de la liberté médiatique se réduit à une propagande officielle à sens unique et à visée inique, ce qui correspond historiquement soit à une situation de retard culturel du peuple asservi vis-à-vis des principes universels de l'humanisme, faute d'éducation ou de maturité citoyenne, soit, hélas très souvent encore, aux dérives dictatoriales régressives qu'induit à long terme tout monosystémisme prétempérant et pseudo-démocratique, à l'instar du nazisme qui infecta le peuple allemand, avec les conséquences mondiales que l'on sait. Cela dit, même en période de paix toute relative, les pouvoirs politiques et administratifs ont et auront toujours besoin de communiquer, ce qu'ils n'ont pas cessé de faire depuis l'apparition de la presse écrite, radiophonique, puis télévisuelle. Même lorsque ces outils se sont peu à peu détachés de leur emprise trop directe, non sans rester d'une certaine façon subtilement dépendants ou complices involontaires de l'État et des pouvoirs publics, ne serait-ce que via certaines formes de subventions, le cas échéant. Outre les supports de type institutionnel, tels le Code civil et le Journal officiel, pour ne citer que le cas français, mais aussi toutes les publications plus ou moins périodiques se déclinant à diverses échelles géographiques, jusqu'aux magazines régionaux, départementaux et municipaux, les pouvoirs publics communiquent plus que jamais par tous les moyens possibles et imaginables, en associant la presse dite libre ou privée à maintes cérémonies mémorielles, visites opportunes et autres prises de position et commentaires sur Internet, profitant de l'incroyable effet amplificateur des médias, dont même les réactions les plus critiques se trouvent utilisées pour tester à l'avance l'acceptabilité populaire de telle ou telle mesure encore à l'état de projet. Il n'y a là rien de surprenant du point de vue objectif et technique, et cette quasi-omniprésence médiatique des autorités publiques finit par rendre tous les citoyens de plus en plus conscients des enjeux sociétaux, au risque de provoquer des réactions inattendues de lassitude ou de révolte, sitôt que les intentions parfois trop antipopulaires ou antidémocratiques du pouvoir trahissent la confiance minimale nécessaire à tout peuple vis-à-vis de son chef ou de sa classe politique. Il est dès lors inéluctable que dans ces situations de fossé culturel, de plus en plus fréquentes au gré des déséquilibres sociétaux prétempérants qui s'exacerbent, tout peuple finisse par associer dans une détestation commune la classe gouvernante et son relais médiatique, direct ou indirect. Ainsi, les gouvernants conservent-ils un accès privilégié et même prioritaire à toute forme de médias privés, ne serait-ce que par le seul fait de faire l'actualité politique, économique et sociale à grande échelle, ce qui n'empêche nullement les mêmes autorités de posséder leurs propres médias publics, à l'exemple de certaines chaînes de télévision, bien qu'au fil des avancées culturelles démocratiques, l'indépendance et le professionnalisme des journalistes rendent ces dernières parfois plus critiques que certaines chaînes privées, a fortiori lorsque la confusion ou collusion entre les intérêts socio-économiques et politiques minoritaires s'accentue au fil des dérives sociétales inévitables de l'ère prédélodiste. En s'appuyant sur l'actualité événementielle et les divers commentaires qu'elle suscite via des éléments de langage plus ou moins finement distillés par les principaux pouvoirs, les médias construisent, par action ou réaction, une sorte de conscience sociétale médiatique qui chapeaute les niveaux plus basiques de leurs fonctions ludiques, lesquels ont pour but de distraire la même population, en particulier via les jeux, la musique et les commentaires sportifs, tandis qu'entre ces deux finalités extrêmes, un vrai rôle culturel et éducatif peine à se frayer son chemin. En contexte sociétal prétempérant, les médias courent le risque permanent de voir leur contenu et leur utilisation pollués par l'absence de représentativité démocratique des pouvoirs publics, ces derniers étant le plus souvent minoritaires et dès lors, tôt ou tard, tentés par une forme de séparatisme d'intérêts vis-à-vis de la majorité des citoyens. Ces tares ou dérives systémiques propres à toute démocratie encore incomplète s'accentuent en effet en relation directe avec la professionnalisation des carrières politiques,
la corruption progressive des mœurs claniques entre des partis politiques plus ou moins objectivement alliés contre la société civile, la collusion croissante d'intérêts financiers opaques associant les décideurs politiques aux pouvoirs économiques du marché, ainsi que la faiblesse socio-culturelle qui en résulte face aux exigences bruyantes et autres comportements radicaux des multiples minorités encouragées par cette décadence sociétale. Tout pouvoir politique insuffisamment démocratique est entaché d'une fragilité congénitale qui le met bon gré mal gré à la merci de ses équivalents sur les autres faces de la pyramide sociétale, autrement dit, des minorités sociales, économiques et culturelles les plus extrêmes, ce qui l'éloigne d'autant plus des attentes majoritaires et suscite de crise en crise les effondrements pyramidaux que l'on sait. S'agissant des médias, les conséquences sont aussi nombreuses que perverses, puisque, au fur et à mesure de l'accentuation des déséquilibres, le discours officiel ne peut devenir que plus mensonger et manipulateur sur l'essentiel, jusqu'à se faire outrageusement provocateur et contraire aux fondements de ses propres principes vitaux, trahissant d'insoutenables contradictions, à la façon d'un éducateur prêchant l'exact contraire de son comportement. Sitôt que l'intérêt des dirigeants diverge d'avec celui du peuple, l'État s'oblige à mentir et à déguiser la réalité de son action sous l'apparence d'éléments de langage et de scénographie au contenu fallacieux, par exemple en suscitant un tapage médiatique sur une simple mesurette positive mais symbolique, pour mieux cacher une action de fond en tout point opposé, puisque la plupart du temps, la finalité de ses principaux choix politiques serait majoritairement rejetée. L'opacité croissante que doit maintenir un discours public de plus en plus ouvertement contredit par les faits comme par les actions gouvernementales, se traduit médiatiquement sous la forme d'un étrange contraste entre le secret absolu concernant les véritables intentions du pouvoir et l'affichage assumé d'une communication aussi creuse et superficielle qu'une publicité commerciale. C'est ainsi qu'au palais de l'Élysée, plus d'une centaine de personnes regroupées en 3 services se consacrent à la seule communication, avec l'aide ruineuse d'agences privées spécialisées, dans le but de faire passer toutes les pilules amères de réforme, la plupart du temps régressives, censées aligner la France sur le reste du monde selon les commandements supranationaux d'une Commission européenne tout acquise à l'ultralibéralisme planétaire. La privatisation de fait de la présidence et de son gouvernement dans l'intérêt prioritaire des plus étroites minorités, tant socio-économiques que culturelles, réduit cette institution suprême à une entreprise ou start-up soucieuse d'offrir la France au marché mondial tout en vendant sa politique à des citoyens médiatiquement abusés, aboutissant à une réelle anesthésie culturelle de masse sous forme de langue de bois et autres doubles langages. Qu'il s'agisse de dictature ou de pseudo-démocratie d'ordre politique, économique, religieux ou idéologique, les sociétés que l'on peut qualifier de prédélodistes ou prétempérantes se trouvent condamnées à une expression médiatique biaisée par intérêts minoritaires illégitimes, avec pour conséquence, d'une part le mensonge et l'opacité du fond des discours tenus ou transmis par l'autorité publique, et d'autre part, la superficialisation inévitable des formes et des langages utilisés, dont l'irrationalité manipulatrice augmente en proportion directe des contradictions observables par tout un chacun dans son quotidien, à la façon des publicités subliminales ou délibérément décalées, vantant les mérites d'un parfum ou d'une voiture à un consommateur passablement blasé. C'est ainsi qu'en lieu et place d'une information gouvernementale à visée pédagogique et élévatrice, propre à rendre compte du respect de l'intérêt majoritaire le plus large possible, le discours public s'aliène la confiance d'un peuple progressivement trahi par le pouvoir, et dès lors condamné à passer de l'espoir à la lassitude, puis de la lassitude à la révolte, jetant au passage le bébé médiatique avec l'eau putride du bain politique. L'usage public des médias ne pourra qu'évoluer positivement en situation de délodisme biéconomique et tempérant, puisque le pouvoir central, les départements et les communes deviendront les exécutants directs et fidèles de la volonté citoyenne majoritaire, sans aucun risque de détournement corruptif, grâce à la transparence totale des politiques, des modalités d'application et de toutes les procédures afférentes, via la collégialité décisionnelle, la rotation fonctionnelle permanente et plus encore la publication comptable en direct. Dans de telles conditions,
Nul besoin de mensonges ou de cachotterie, ni de langue de bois ou autre manipulation, à tout le moins dans un néo-secteur public enfin devenu l'égale propriété de tous les citoyens, à chacun des échelons concernés. Il en résultera inévitablement une clarté et une sincérité de langage dans toutes les dimensions de la communication publique. Et ce, d'autant plus qu'au final, les communicants seront les citoyens eux-mêmes, à tour de rôle, pleinement responsabilisés dans un cadre institutionnel interdisant la moindre prise d'intérêt individuelle ou groupée. Les faits et décisions pourront être transmis médiatiquement sans aucun besoin de cacher ni de pervertir la réalité au travers des innombrables supports médiatiques écrits ou audiovisuels. Tandis que les événements officiels, comme les visites et cérémonies éventuelles, seront l'occasion d'affirmer l'identité citoyenne commune du peuple et de tous ses représentants délégués, anonymes la plupart du temps. Hormis les personnalités populairement supérieures d'un maire ou d'un président élu sans être candidat, tous les autres citoyens impliqués dans le fonctionnement politique habituel de la démocratie directe ou semi-directe à venir seront par définition des anonymes relatifs, en ce sens qu'il ne s'agira plus de stars habituées aux apparitions médiatiques et cultivant une quelconque ambition, mais de citoyens voteurs en jury de passage, à usage spécifique et temporaire. De plus, la disparition peu à peu totale du mensonge et de sa langue de bois ne pourra que faire la juste place d'une communication publique basée sur l'information factuelle concernant les situations, les décisions et les actions concrètes propres à chaque autorité du secteur concerné, meilleure occasion de privilégier enfin le fond des discours tout en simplifiant la forme, ce qui rendra dès lors inutiles les futilités typiques des emballages langagiers à visée manipulatrice, en réduisant au strict minimum nécessaire les éventuels besoins d'habillage communicatif. Il est déjà facile d'imaginer à quel point le métier de journaliste en sera positivement bouleversé, assaini et simplifié en ce qui concerne la transmission de la parole publique et les commentaires qu'elle pourra susciter, puisque la réalité des faits ou des motivations officielles n'aura plus aucun besoin d'être cachée ni déformée, tandis que la pernicieuse habitude des petites phrases politiciennes et autres saillies provocantes d'ego en mal d'idées finira par disparaître de tous les écrans. Dans un tel contexte, le véritable journalisme de fond, d'enquête et d'opinion ne manquera pas une occasion de s'épanouir dans l'intérêt et le respect des principes déontologiques de cette belle profession, tandis que la mousse médiatique de tous les fabricants de stars politiques factices qui polluent trop souvent nos ondes et gâchent un précieux papier se dégonflera, tel un soufflet raté. La décrispation politique généralisée et sa banalisation citoyenne quotidienne permettront aux journalistes de concentrer toute leur attention sur un peuple enfin devenu souverain et acteur politique, sur l'évolution permanente et factuelle des mœurs socio-économiques et culturelles, ainsi que sur de véritables experts et autorités confirmés par une expérience avérée, permettant aux authentiques passionnés de la politique, ainsi qu'à leur parti, de jouer un rôle culturel majeur dans le débat citoyen sans plus se trouver déloyalement concurrencés par les insupportables bonimenteurs d'aujourd'hui. Par ailleurs, les sondages d'opinion, aux méthodes, questions et finalités douteuses, à force d'être biaisés volontairement ou non, seront tout simplement remplacés par l'observation directe, factuelle et en continu, des adhésions évolutives aux propositions citoyennes tout au long du stade pétitionnaire qui doit précéder la validation légale de ces dernières, le plus souvent sur la base concrète et mesurable d'expérimentations locales ou micro-régionales. Enfin, de même que les divers discours publics s'exprimeront en cohérence spontanée avec les faits et les actions des nouvelles autorités, les journaux, bulletins et magazines officiels, régionaux ou locaux, se verront libérés de leurs fonctions publicitaires ou auto-encenseuses encore actuelles, en n'étant plus au service d'une équipe partisane généralement minoritaire dans le but inavoué d'une réélection perpétuelle, au point de travestir la réalité sociale. Au contraire, ces moyens de communication pourront évoluer pour devenir les nouveaux vecteurs d'une participation citoyenne directe, quitte à se voir remplacés par l'outil incomparable des futurs sites officiels de propositions citoyennes, selon les divers espaces administratifs. De la sorte, à tous les étages d'une république devenue démocratique, la parole publique majoritaire deviendra légitime, ce qui permettra d'autant mieux d'en asseoir la légalité de façon incontestable,
sachant que le respect des minorités d'opposition devra parallèlement s'institutionnaliser par le biais d'une représentativité proportionnelle à la réalité socio-culturelle ou socio-économique de ces dernières, rendue visible sur les médias publics, voire privés, dès lors qu'il s'agira aussi d'informations et de commentaires généralistes à visée sociétale. Ainsi, en matière de parole publique, les journalistes tempérants pourront s'intéresser au cœur des problèmes débattus et participer à la réflexion citoyenne générale en toute liberté assumée, en se basant sur l'opinion publique et en prise directe avec cette dernière, sans se laisser abuser par la partialité de discours minoritaires injustement favorisés et surreprésentés, ni se contenter d'être les simples valets ou faire-valoir de politiciens carriéristes aussi ambitieux qu'autocentrés. La base objective de leur travail trouvera sa source naturelle dans les débats organisés que les sites de propositions citoyennes encadreront en toute transparence au travers des proportions d'adhésion révélées par le principe pétitionnaire et des opinions s'exprimant dans le cadre de l'argumentaire citoyen. En quelque sorte, cela équivaudra à la naissance d'un média public devenu citoyen et nourri par sa base universelle, dans toute la factuelle transparence de sa réalité socio-culturelle et politique, en lieu et place des anciens instruments de domination minoritaire et de leurs fonctions propagandistes et manipulatrices. 3. Médias privés et journalisme professionnel. Garant supposé d'une liberté d'expression proportionnelle au moindre processus de démocratisation, les médias privés, constitués en libres entreprises ou initiatives plus ou moins regroupées sous la forme juridique de personnes morales, à but lucratif ou non selon le cas, sont de fait devenus les principaux acteurs culturels de l'information, acquérant un extraordinaire pouvoir sociétal et constituant un monde à part, avec d'un côté des journalistes professionnels le plus souvent animés par de solides principes déontologiques, et de l'autre, des dirigeants, mais aussi des propriétaires et autres actionnaires, dont les priorités sont hélas fort différentes, selon le même contraste opposant l'idéal d'un architecte à la quête de profit maximal d'un promoteur immobilier. Dans la plupart des cas, les contraintes et évolutions inéluctables du marché ont tendance à menacer le principe de pluralité et de diversité éditoriale, pour cause de concentration des journaux, magazines et chaînes de télévision entre les mains d'une poignée de magnats de la presse ou de milliardaires en tout genre, ce qui induit une menace constante sur la liberté d'expression et l'objectivité de nombre de journalistes, tandis que l'effet amplificateur ainsi accaparé par une minorité d'acteurs leur donne le pouvoir effectif de moduler la conscience médiatique sociétale, de construire ou détruire les carrières et fortunes des uns ou des autres, particulièrement dans les domaines culturels et politiques, et de déformer à leur guise la perception collective des évolutions culturelles en disproportionnant les diverses composantes de ces dernières, quitte à ce que cette collusion médiatico-politique soit sévèrement démentie, comme dans le cas du référendum de 2005 sur la Constitution européenne, s'agissant du moins de la France. Le paysage médiatique français illustre cet étrange paradoxe, puisque la presse, bien que structurellement déficitaire, le plus souvent au point d'être subventionnée grâce aux impôts, attire les intérêts des plus avides investisseurs, en tant que support de publicité et meilleur moyen de consolider une fortune en influant sur l'évolution de l'entière société correspondante, en particulier en matière de sponsoring culturel à usage stratégique. De fait, de trop nombreuses carrières politiques ne se construisent qu'au travers de l'effet publicitaire et amplificateur des principaux médias, à la façon d'un véritable adoubement préalable, et dans l'optique d'un juteux renvoi d'ascenseurs sous forme de faveurs et autres commandes publiques à venir. Dans ces conditions, les véritables journalistes ont fort à faire pour préserver leur indépendance, à tel point que certains vont jusqu'à s'émanciper de ces tutelles indues en profitant des nouvelles opportunités du réseau Internet, sacrifiant volontairement leur carrière sur l'autel de la liberté totale qu'elle suppose, tandis que d'autres, hélas trop rares, parviennent malgré tout à se faire respecter à force de notoriété chèrement acquise en toute indépendance. La folle multiplication des journaux et magazines disponibles en kiosque ou des chaînes de télé à portée de zapping semble curieusement proportionnelle à la standardisation des choix médiatiques et au constant appauvrissement culturel de masse d'une société trop mercantile,
même s'il est agréable et logique de pouvoir s'abonner à telle ou telle revue ou chaîne spécialisée selon son goût personnel. La profusion déroutante du choix apparent de cet hypermarché médiatique est surtout révélatrice d'une maximisation commerciale excessive, cultivée sur le terreau savamment entretenu d'un individualisme croissant, comme si l'on avait intérêt à détourner chaque citoyen consommateur des préoccupations et des enjeux communs à tous, encourageant une addiction clanique propre à faire oublier l'essentiel, l'universel et l'urgent, au profit d'une futilité distrayante plutôt prématurée en termes d'efficience ou de priorisation. À l'échelon des journalistes et de leur rédaction, il serait peut-être souhaitable de compléter les règles de déontologie journalistique issues des improvisations d'une histoire tumultueuse pour les rendre plus tempérantes, en orientant la raison d'être des médias non plus en fonction d'un pouvoir minoritaire plus ou moins liberticide par essence, mais en direction d'un peuple libéré dont la souveraineté démocratique se fondera désormais sur le délodisme biéconomique, ce qui devrait en fait s'accomplir spontanément comme une conséquence médiatique logique de l'évolution à venir. En effet, après s'être constitué en tant que tout premier support de la liberté d'expression et de critique face au pouvoir absolu des monarchies, autant jadis des libelles, pamphlets et gazettes multipliés par l'invention de l'imprimerie, puis consolidé en s'institutionnalisant et en se professionnalisant avant de se coaguler en un marché devenu quasi monopolistique, les médias et leurs rédactions seront dans l'obligation, réjouissante pour les vrais journalistes, de s'intéresser au peuple plus qu'à un pouvoir devenu son fidèle reflet délodiste, ce qui sera propice à approfondir les contenus, autant qu'à rendre les langages plus objectifs que par le passé, puisque l'évolution médiatique deviendra elle aussi le miroir d'une société enfin apaisée. En d'autres termes, tant sur le plan financier qu'en matière de contenu, les médias prétempérants dépendent toujours trop d'un pouvoir capté par une minorité, et dès lors déconnecté des attentes majoritaires, ce qui les condamne à ne s'intéresser qu'à l'élite et à ses manœuvres politiciennes ou affairistes, en ignorant plus ou moins les préoccupations du peuple, avec pour résultat le triste spectacle médiatique que l'on subit encore, alors que l'avenir ici proposé permettra enfin aux néo-journalistes de se concentrer sur une société devenue souveraine, adaptant d'autant mieux les formes et contenus de leur passionnant métier. Une telle progression induira de nouvelles responsabilités, et sans doute des habitudes éditoriales différentes, si tant est que les journaux, magazines et autres médias audiovisuels souhaitent conserver leur utilité sociétale face à un peuple enfin émancipé, ce qui devrait infléchir les règles du jeu médiatique dans l'intérêt de tous, en particulier concernant l'équilibre et la proportionnalité des représentations médiatiques, en accord avec une réalité statistiquement vérifiable. Le rôle des médias est en premier lieu d'informer et de commenter ou décrypter librement telle ou telle réalité événementielle plus ou moins originale, sachant que, par définition, pour ainsi dire, une info est d'autant plus intéressante qu'elle concerne un sujet inhabituel, extraordinaire, propre à surprendre tout un chacun, suscitant parfois l'émerveillement, mais hélas beaucoup plus souvent la révolte sous le choc de quelques faits scandaleux. Hormis les utiles documentaires de fond mettant en valeur maintes facettes usuelles de la société dans le cours normal de son histoire quotidienne, pour apprécier les mérites d'une écrasante majorité silencieuse et laborieuse, ou les fonctions divertissantes et ludiques de tout média populaire, force est de reconnaître que lecteurs, auditeurs et spectateurs sont attirés par ce qui les surprend ou les choque, suivant une tentation dont abusent lesdits médias au travers de leurs gros titres, au risque de déformer, voire de polluer la conscience médiatique sociétale par l'effet amplificateur qu'induit la transmission sans limite de la moindre nouvelle. L'indépendance éditoriale étant démocratiquement sacrée, et son espace d'expression forcément limité en termes de sélection des sujets, de volume de pages et autres temps d'antenne disponibles, rien ne saurait remettre en cause les habitudes de liberté établies, ce qui n'empêche pas pour autant de souhaiter certaines améliorations notoires en matière de pluralité d'opinion et de proportionnalité de représentation médiatique. De même que tout média doit se plier à certaines obligations statutaires minimales, ne serait-ce que via un enregistrement déclaratif officiel ou la présentation transparente des équipes et des propriétaires, il pourrait être légitimement utile d'exiger un minimum de précaution, sinon dans l'écriture même,
du moins dans la mise en perspective de tout ce qui concerne les faits sociaux, dans le but de permettre à l'utilisateur du média de relativiser ou proportionner ce qui est décrit ou commenté. Par exemple, il serait assez logique de voir imposer, sous forme de mention statistique explicite, l'importance relative de tel fait ou telle situation suscitant un article ou commentaire, afin que le public récepteur prenne pleinement conscience de l'aspect exceptionnel ou fréquent de la réalité décrite ou débattue. Ce principe de rappel systématique, dûment basé sur une information officielle chiffrée, aussi factuelle que possible, mise en rapport révélateur avec l'ensemble de l'entité sociétale concernée, voire en comparaison vis-à-vis de quelque autre société équivalente, permettrait sans doute de gommer les effets psychologiques déformants que toute information implique par nature. Il ne s'agirait pas d'aléatoires sondages d'opinion aux questionnaires rarement neutres, mais bien de statistiques publiques avérées exactes, récoltées à partir des communes d'élodistes, aboutissant à une centralisation chiffrée des plus fiables, en prise directe et constante avec l'évolution permanente, sachant qu'en contexte tempérant, les pouvoirs publics locaux ou nationaux n'auront plus aucun intérêt à cacher ou déformer quelque donnée statistique que ce soit. Ces précisions factuelles, à l'instar de la transparence financière continue du secteur public, ne réduiraient en aucune manière la liberté éditoriale ou journalistique des médias, tout en permettant une équitable mise en proportionnalité des sujets traités. Cela résoudrait aussi en grande partie le dilemme éditorial habituel, puisqu'il est impossible de parler de tout dans chaque édition, pas plus qu'il n'est possible de faire en sorte que les quelques sujets choisis soient traités en proportion de leurs réalités respectives. À titre d'exemple, il est aussi choquant que déprimant d'être surinformé des détails sordides d'un crime, ou même d'apprendre combien de crimes sont commis dans l'absolu, alors qu'une juste mise en proportion sur l'ensemble de la société peut en relativiser le pourcentage effectif, aussi triste que puisse s'avérer ce contexte. De même, s'agissant en particulier de tout ce qui concerne les données et débats du secteur public, ou de toute situation impliquant la moitié publique de la richesse nationale, ne serait-ce que partiellement, l'obligation systématique de mention exhaustive des coûts, des prix et autres investissements devrait s'appliquer en totale transparence, quelle que soit l'échelle républicaine concernée. Cela permettrait à un visiteur de musée public de connaître le prix de chaque œuvre exposée, aussi bien que d'apprécier les multiples rouages financiers et organisationnels dudit musée, le cas échéant, tandis qu'à une autre échelle, les citoyens pourraient pleinement prendre conscience du coût réel d'un avion de chasse, d'une chambre d'hôpital ou d'une classe d'école relativement à leur utilité sociétale, ce qui deviendrait le meilleur moyen d'alimenter par l'information les débats nécessaires aux propositions citoyennes, puisque la liberté et la responsabilité politique consistent à prioriser les dépenses communes selon les besoins majoritairement ressentis. Il est dès lors certain que l'évolution d'élodiste aboutira au meilleur recentrage possible des objets d'intérêt médiatique sur le terrain concret des réalités sociétales et culturelles, en même temps qu'à un inévitable rééquilibrage des proportions concernant les sujets traités, sans même nécessiter la moindre contrainte d'un pouvoir devenu citoyen, et avec en prime un progrès assuré des langages et des styles d'expression en direction de la tempérance et de la pacification des propos, au lieu de la subjectivité exacerbée de trop nombreux articles ou commentaires d'aujourd'hui. En matière de médias, comme dans les multiples domaines déjà explorés avant ce chapitre, les progrès sociétaux induits par le délodisme et sa partition-répartition bi-économique encourageront spontanément l'essor du meilleur journalisme possible du point de vue de la déontologie et de l'utilité commune, aux dépens des abus de superficialité, de partialité ou de sensationnalisme qui caricaturent encore l'actualité prétempérante. Les conditions d'une maximisation de l'objectivité journalistique seront enfin réunies, puisque toutes les données de la réalité sociétale et de son évolution au jour le jour seront rendues transparentes, sans la moindre déformation possible par quelque pouvoir minoritaire que ce soit, ce qui permettra aux médias de demain d'assumer librement leur vrai rôle d'observateurs-commentateurs de l'ensemble des faits sociaux, économiques, culturels et politiques, réduisant d'autant le fossé qui les sépare encore des citoyens. Dans leur noble fonction de conscientisation sociétale, les médias pourront participer à leur façon au débat collectif, avec plus d'indépendance et de légitimité que jamais,
tout en perdant sans douleur les pouvoirs abusifs qu'ils partagent encore de façon si ambiguë avec les classes gouvernantes insuffisamment représentatives dérivant des semi-démocraties monosystémiques. La libération desdits médias se traduira en fait doublement. D'une part vis-à-vis d'un pouvoir politique illégitime, puisque structurellement minoritaire, et d'autre part vis-à-vis d'actionnaires et autres propriétaires, qui n'auront plus aucun intérêt financier à surconcentrer une puissance médiatique entre leurs mains, ce qui devrait encourager d'autant maintes formes de propriété associative, coopérative ou mutualisée, propice à une démocratie intraprofessionnelle et journalistique autogérée. Enfin, s'agissant toujours ici des enjeux collectifs, il ne serait pas surprenant qu'à l'image de la société dite civile dans son ensemble, les néo-médias deviennent idéologiquement pluralistes au sein même de leurs propres équipes, dans la mesure où les séparations artificielles ou vaines divisions enfermant chacun dans telle ou telle case immuable n'auront plus aucun sens, du moins dans leur dimension la plus étroite de stratégie de manipulation politique minoritaire. En effet, émancipés des continuelles oppositions entre partis et autres blocs caricaturaux devenus enfin obsolètes en tant que support et prétexte de domination, la raison d'être politique des médias s'épanouira au gré de chaque fait ou sujet à explorer ou commenter, à la façon d'un repas à la carte, sans plus subir le carcan subjectif d'un menu imposant, quoi que ce soit de réducteur. Cette tendance suivra l'évolution générale vers la tolérance tempérante sur le terrain culturel de maints débats d'opinion et devrait logiquement encourager l'inclusion des pour et des contre en tant que mode de réflexion plus équilibré au sein même de chaque média, et ce, à la manière des libres argumentaires citoyens qu'encadreront et surtout susciteront les sites officiels de propositions correspondants. Entre les invectives polémiques des débats télévisuels sur fond d'émotions réactives au jour le jour et sous forme de mousse verbale aussi glissante que savonneuse, et la quasi-absence de contradictions d'opinion interne dans les quotidiens et magazines de la presse écrite, le contraste actuel est trop flagrant pour ne pas souhaiter une sorte de tempérisation formelle au sein de cette dernière, laquelle devrait consister à mettre en balance des avis divergents sur un même support, a fortiori s'il s'agit d'une fréquence de parution hebdomadaire. Dans la mesure où l'écrit et la lecture sont plus propices à la réflexion que l'audiovisuel, il est triste d'observer que chaque lecteur étiole sa liberté critique en ne lisant que la seule presse qui confirme son opinion, laquelle court ainsi le risque de se radicaliser, alors que la plupart des débats de fond s'avèrent plutôt symptomatiques d'une vérité ou d'une raison partagée entre les points de vue qui, hélas, s'opposent au lieu de se compléter. Une fois libérés de toute tutelle politique et économique abusive grâce au délodisme, les médias deviendront logiquement tempérants en proposant plus objectivement tous les points de vue qui permettent de comprendre les enjeux collectifs, assumant par là un rôle culturel accru d'éducation permanente via l'information et le commentaire, par le biais d'une bienveillante pédagogie explicative propice à l'ouverture d'esprit des lecteurs et autres abonnés, comme pour se mettre au diapason des nouvelles modalités de communication et d'échange d'idées assurées par les argumentaires citoyens. Il ne s'agit pas là d'influencer le lecteur contre son gré ou son goût spontané, à la façon de l'image précitée d'un menu imposé, dès lors que précisément les préférences constamment complémentaires des divers points de vue de la balance sociétale seront exposées en vis-à-vis à l'opposé de toute sclérose monolatérale. En ce sens, ces médias futurs conforteront la prise en compte de tous les avis, et proportionnellement des opinions minoritaires, lesquelles pourront se promouvoir en fonction de leur véritable résonance sociale, jusqu'à devenir majoritaires, le cas échéant. Outre les informations factuelles, la future vocation idéale d'une presse devenue tempérante consistera de la sorte à favoriser l'apaisement communicatif, en laissant s'exprimer les convictions qui s'opposent sur le moindre enjeu d'envergure, pour ainsi rendre la liberté éditoriale utile à tous, favoriser l'opinion éclairée des citoyens, voire aboutir de temps à autre à une synthèse optimale. Outre ces multiples évolutions radicales dans le domaine concret de l'information d'intérêt sociétal et son corollaire plus abstrait de la pensée collective et de ses incessants débats d'opinion, les deux autres fonctions classiques des médias, à savoir leur rôle culturel et ludique, seront tout autant révolutionnés par le délodisme biéconomique, de la même façon que ce qui a déjà été anticipé concernant les arts ou la littérature.
De par l'élévation des consciences et l'apaisement généralisé qui découleront de la démocratie quadridimensionnelle à venir, tous les contenus, styles d'expression et de présentation formelle propres aux médias, en particulier télévisuels, ne pourront qu'évoluer vers le haut en termes de qualité, d'équilibre et de tempérance, reflétant inévitablement les progrès sociétaux accomplis, ce qui, jusque dans les divertissements les plus populaires, ne manquera pas de favoriser un processus constant d'amélioration du niveau culturel moyen en direction du raffinement, au lieu de l'abrutissement, des excès ou des foulements en tout genre et de la violence verbale accrue qui infecte jusqu'à présent tant de facettes de l'animation médiatique récréative, au point de transposer les tensions partisanes jusque dans les ambiguïtés d'un humour perdu. Car, enfin libérés de tout stress vital par l'égalité minimale et responsabilisés par leur double nature, sociétale et individuelle, les citoyens individus de l'avenir fuiront les drogues médiatiques des pires supports ou émissions, au profit de divertissements et de programmes culturels de plus en plus raffinés, témoignant par là de leur émancipation en tant que récepteurs médiatiques. 4. Les médias individuels. À l'instar de l'humanité, l'évolution technologique semble avoir pour ressort principal une soif inaltérable de démocratisation, propre à offrir une accessibilité peu ou prou universelle aux innovations les plus utiles, s'il faut en croire les conséquences sociétales révolutionnaires de l'informatique, d'Internet et des réseaux sociaux. Il en résulte déjà que, grâce à ces nouvelles technologies de communication, chaque citoyen apte à créer et animer un blog ou communiquer via Twitter, YouTube ou tout autre canal devient aussi facilement émetteur que consommateur d'informations, dans le sens le plus large du terme, s'appropriant ainsi un rôle d'éditeur, d'animateur ou de journaliste improvisé sans aucune formation le plus souvent, avec le pouvoir quasi illimité d'atteindre un public tout aussi anonyme et même beaucoup plus nombreux que celui des médias traditionnels. On peut dès lors parler de médias individuels, dont les acteurs la plupart du temps autodidactes usent et abusent pour le moment, en profitant eux-mêmes de l'anonymat de divers pseudos à l'inspiration parfois douteuse. Cela permet désormais à chaque citoyen de communiquer, non pas virtuellement mais bien réellement, avec un nombre croissant de terriens, suiveurs ou abonnés, en devenant un influenceur peu ou prou incontrôlable, compte tenu de l'immensité du réseau mondial ainsi tissé et des difficultés des enquêtes d'identification éventuelles, encore trop rares et trop lentes, et limitées aux pires dérives illégales. Comme tant d'instruments, ces nouveaux moyens individuels de communication offrent bien autant d'avantages que d'inconvénients en matière culturelle, puisque, comme toujours, tout dépend des finalités de leur utilisation et des contenus transmis. C'est ainsi qu'Internet peut favoriser une saine dissidence dans nombre de pays dictatoriaux, non sans induire par symétrie des risques d'intrusion ou d'espionnage public ou privé au sein de chaque foyer, sans oublier les hackers, tandis que de la même façon, les échanges les plus créatifs, positifs et solidaires se trouvent contrebalancés par autant, sinon plus, de fake news ou intox et autres manipulations totalement mensongères, a fortiori dans le cadre plus libéral des semi-démocraties. De toute évidence, comme c'est par ailleurs le cas concernant le contrôle financier et la taxation des GAFAM, ce tout nouveau marché médiatique ouvre des perspectives culturelles et économiques de niveau mondial, dont les gouvernements et législations nationales peinent à maîtriser ou canaliser les abus, lesquels se reflètent aussi à l'échelon des internautes sous forme d'excès et de surenchères généralisées, affectant les innombrables contenus et leur présentation façon une de tabloïd. En réponse aux disproportions de pouvoir et à la monopolisation du réseau par trop peu d'acteurs concernant les entreprises dominant ce nouveau marché, un début d'ordre semble timidement se faire jour sur la base de politiques plus ou moins concertées, tandis que ces superpuissances se trouvent désormais obligées de coopérer en matière d'identification de nombreux cyberdélinquants, avec la conséquence de devoir peu à peu redéfinir les limites de la liberté d'expression, le cas échéant. Tant que l'on se trouvera en contexte pseudo-démocratique et à plus forte raison autocratique ou oligarchique, ainsi que dans un cadre monosystémique sur le plan social, les excès parallèles des GAFAM et de leurs utilisateurs du réseau Internet en matière de médias seront très difficilement maîtrisables, car seulement de façon par trop limitée,
pour cause d'intérêts communs entre multimilliardaires et gouvernants aux abus de pouvoir illégitimes. D'autant plus que cette solidarité ambiguë croît à mesure que les décideurs économiques et politiques minoritaires se concentrent à l'échelle planétaire. De plus, en matière de contenu culturel, l'intérêt commun des dominants économiques et politiques favorise la pérennisation de maints excès au travers des violents conflits d'opinion et autres divertissements les plus décadents du web, en laissant la régression de ces nouvelles mœurs médiatiques se nourrir de la violence croissante des paroles et des images, accélérant et aggravant par là le délitement sociétal. Même en dehors de toute idée de complot conscient, cela participe de l'éternel principe de division qu'entretient un pouvoir abusif et dès lors partiellement, voire totalement illégitime, ce qui fait ici douter de la bonne foi ou de l'efficacité des politiques d'équilibrage des conditions de fonctionnement médiatique d'Internet, hors le cadre assaini d'une démocratie directe et bi-économique. Il n'est donc guère surprenant de retrouver, en cette matière, le même contraste extrémiste entre l'hypercontrôle et la cybercensure étatique propres aux systèmes dictatoriaux d'un côté, et le laisser-faire, ou pire encore, l'impuissance politique volontaire des gouvernements les plus libéraux de l'autre côté, sachant que ces derniers sont depuis longtemps convertis à la logique mondialiste, malgré l'apparence de certains contre-discours servis au peuple, voire de contre-mesurettes sans effet notoire. Ce domaine si prometteur des médias individuels sur son fond de toile potentiellement planétaire apparaît encore aujourd'hui comme une jungle absolue en l'absence d'un minimum de régulation, idéalement internationale, bien qu'en réalité, chaque société ou nation, pour peu qu'elle en ait la ferme volonté, soit en mesure de donner l'exemple en imposant la suprématie légitime de la loi commune sur les intérêts privés, et ce, dans la seule limite des excès de ces derniers. D'une part, s'agissant des GAFAM et en matière d'impôts, cela supposera tôt ou tard une pleine participation au minimum-opti maximum universel en tant que condition sine qua non de l'accès au marché intérieur d'une société délodiste, sachant que, le cas échéant, il serait possible de concevoir et proposer des réseaux et services en tout point équivalents sous forme de régie nationale, voire de réquisitionner le réseau. Et d'autre part, s'agissant des utilisateurs actifs d'Internet, le minimum de régulation urgemment indispensable devrait déjà concerner la suppression légale de l'anonymat des émetteurs individuels inspiré par ce fantastique outil universel de communication. Lorsqu'un gouvernement s'adresse à ses citoyens via quelques médias, chaque locuteur est clairement identifié en tant que personne physique et représentant de la parole publique. De la même façon, tous les médias écrits ou audiovisuels officiellement déclarés engagent la responsabilité personnelle et aisément identifiable de leurs journalistes, commentateurs, animateurs et autres invités. Dans ces conditions, il est totalement aberrant et injustifiable que n'importe quel citoyen puisse s'exprimer en toute liberté sur Internet, par quelque support que ce soit, sans être individuellement identifiable. En effet, la moindre liberté assouvie, sans assumer la responsabilité correspondante, induit le risque d'être excessive. Et ce n'est pas un hasard si l'anonymat actuel favorise à ce point tant d'abus de langage, de violence verbale, d'insultes et de provocations. Le principe d'égalité citoyenne minimale ne saurait être respecté tant que l'ensemble des citoyens ne partageront pas les mêmes contraintes d'identification que celles des élus et des professionnels des médias, comme plus généralement encore de toute personne s'exprimant sur des supports de communication publique, ici dans le sens de leur accessibilité sans limite. Cela n'empêche nullement d'utiliser à sa guise tel ou tel pseudo, nom d'artiste ou appellation imagée, mais à condition qu'en cliquant directement sur cette sorte de masque, la véritable personne émettrice soit aussitôt directement identifiable et joignable par un visiteur. En effet, autant ces coquetteries peuvent être justifiées en tant que façon de se présenter ou de profiter d'une accroche esthétique, autant il est indispensable d'assumer ce que l'on dit ou fait partager, ce qui est aussi la condition première de la prudence et de la tempérance, comme de tout respect minimal, à l'inverse de l'anonymat visiblement encouragé par les GAFAM, lequel équivaut finalement à la pratique si lâche et si facile du courrier non signé de n'importe quel corbeau par définition plus ou moins mal intentionné. Profitant de la puérilité d'un marché de communication encore trop neuf, et plus encore de l'absence de réglementation propre aux nouveautés,
Les GAFAM ont clairement intérêt à cultiver les plus bas instincts ou réflexes des internautes, tant s'agissant des influenceurs que de leurs suiveurs ou consommateurs passifs, faisant ainsi surfer un maximum d'internautes toujours plus dépendants et déroutés, dans l'unique but d'accumuler de méga-profits commerciaux ou publicitaires. Le réseau Internet n'est pas assimilable à une urne dans laquelle on glisserait son message comme un bulletin de vote anonyme. C'est un immense forum qui transforme le monde en village, au sein duquel les nouveaux besoins de communication doivent être librement assumés. Or, il n'est aucune liberté d'expression sans responsabilité équivalente, et, de même que l'anonymat des plus importantes mégalopoles mondiales favorise les pires comportements sociaux, l'impossibilité délibérément entretenue d'identifier facilement tout créateur ou émetteur de messages sur Internet fait le lit des excès observables jusqu'à présent, exacerbant au passage la division du monde en autant d'égos et de clans propres à distraire et détruire les communautés en leur faisant perdre les repères sociétaux qui font sens, comme pour mieux imposer la voie sans issue d'un gouvernement mondial réduit à la seule gouvernance de l'argent, sans autre vis-à-vis que des milliards d'individus déboussolés. Ainsi, la stratégie des GAFAM coïncide-t-elle logiquement avec les effets socio-économiques et plus encore culturels du mondialisme financier, en ce sens que les personnes sociales que sont les citoyens se muent peu à peu en individus asociaux, en consommateurs déconnectés les uns des autres et servis à domicile grâce à Amazon, tandis que leurs frustrations, leurs aigreurs et autres jalousies peuvent fleurir sur Internet sous forme de combats de chacun contre tous, au travers d'une néo-jungle virtuelle, aux effets réels hélas douloureusement perceptibles, en termes de décadence et de violence. Il est flagrant de voir à quel point la seule logique du marché induit spontanément les pires modes d'emploi du formidable instrument qu'est devenu le réseau Internet. Malgré les très nombreux progrès que cette croissance numérique induit en matière de nouveaux biens et services, à l'opposé des potentialités démocratiques et culturelles équilibrantes que favorisera tout aussi automatiquement l'avènement du délodisme bi-économique. Cela fait comprendre que l'anarchie culturelle, judicieusement encouragée dans l'intérêt conjoint des multinationales et des gouvernements pseudo-démocratiques, est avant tout enracinée sur ce qui mériterait l'appellation d'anonymisme structurel, comme un moyen d'atomisation sociétale absolue, acceptant le risque de la délinquance individuelle ou groupusculaire pour le seul bien du commerce, et plus encore pour éviter et retarder d'autant une prise de conscience populaire, collective et démocratique. C'est ainsi que les écrans d'ordinateur ou de téléphone laissent apparaître les pires aspects de notre inhumanité, à travers les instincts les plus bas et les comportements les plus abjects, à la façon d'une poubelle malodorante remplie d'humeurs fétides et d'excréments culturels en tout genre, sous le prétexte fallacieux d'une pseudo-liberté d'expression ultra-débridée et lâchement déguisée en anonymat, noyant peu à peu les innombrables créations géniales et autres échanges humainement émancipateurs que devraient véhiculer et promouvoir les moteurs de recherche. Il suffit de se mettre à la place du moindre internaute créatif pour saisir instantanément tout l'intérêt de l'identification des émetteurs et de la transparence que cette dernière peut garantir, associant légitimement liberté et responsabilité. Si l'on peut excuser la naïveté de débutant que tout manque d'expérience peut induire, force est de reconnaître que sur la toile, la moindre photo et le moindre texte se diffusent sans limite d'espace et se pérennisent sans limite de temps. Dès lors, en devenant identifiable, ne serait-ce que par respect envers chaque destinataire de la communication correspondante, on prend le temps de réfléchir un tant soit peu avant de poster n'importe quoi, on engage aussitôt son image et sa dignité personnelle en assumant sa pleine responsabilité, ce qui ne peut que stimuler à produire un message plus équilibré, plus tempéré, par un minimum de raisonnement propice à gommer les excès spontanés de l'humeur du moment et les réactions abusives dictées par l'affect, autant que par l'ego. On se trouve bel et bien obligé de développer une forme tout élémentaire d'empathie vis-à-vis des destinataires du message, et notre propre intérêt personnel aide à faire un tri judicieux, favorisant les styles et contenus dont on pourra rester fier en toutes circonstances, ce qui suggère aussitôt les critères d'une forme d'universalité qualitative en filtrant le meilleur aux dépens du pire, tant sur le fond du discours que concernant son style, sa présentation ou son illustration. Faute d'une telle exigence de transparence minimale,
Internet devient de facto la décharge publique immonde des ressentiments précisément engendrés par l'injustice monosystémique, même pseudo-démocratique, qui se cogne désormais aux limites du globe terrestre, ce qui renvoie en écho les plaintes agressives de la détresse psychologique sous forme de cacophonie culturelle aussi avilissante qu'aliénante, au lieu de fédérer les énergies créatives les plus nobles. D'où les multiples dérapages et scandales de ce défoulement en forme de dumping mental autant que moral, lequel anime et distrait l'ensemble des autres médias en déformant la vision de fond du temps et du sens sous l'écume futile de l'affect, de l'argent et de l'éphémère. Face à cette réalité trahissant la limite de tant de monosystèmes anti- ou pseudo-démocratiques typiques de l'ère prétempérante, la seule issue possible, rendue vitalement urgente par le désastre écologique, ne peut être que le délodisme bi-économique, puisque le principe universel de la liberté responsable, c'est-à-dire respectueuse de celle d'autrui, ne saurait encourager l'anonymat des internautes s'exprimant face à un public lui-même anonyme et virtuellement illimité, tant cela reviendrait à pérenniser la délation, l'insulte publique et la déformation des faits et des dires sous couvert de sources opaques et dès lors invérifiables. De plus, non seulement la fin de l'anonymat digital aura pour effet de réduire pour moitié la production de fake news et autres vidéos insultantes ou avilissantes, mais l'autre moitié de ce triste phénomène, attribuable aux ressentiments et comportements si violents induits par l'injustice et la misère morale qui l'accompagnent, disparaîtra de même par l'apaisement des conditions sociétales vitales que seule la solution de la partition-répartition bi-économique peut universellement garantir. Pour l'essentiel, en effet, les besoins d'anonymat mal intentionnés, comme de défoulement excessif, s'effaceront spontanément en même temps que les principales causes de ce mésusage socialement mortifère d'Internet, tandis que tous les moteurs pourront passer de la marche arrière à la marche avant, en devenant enfin les vecteurs d'une démocratie culturelle tempérante et assumée, pleinement respectueuse de chaque expression devenue elle-même responsable, puisque l'apaisement des mœurs socio-économiques et politiques s'y reflètera toujours plus fidèlement. L'anonymat gagne à se dissoudre en transparence totale, à condition que celle-ci devienne non seulement réciproque entre deux internautes et mutuelle entre tous, mais plus encore universelle, car légalement et techniquement garantie. C'est donc à terme, par l'évolution délodiste et bi-économique, que les contenus et styles d'expression médiatique individuelle de la toile se purgeront d'eux-mêmes des excès et violences si tristement reflétés par l'actualité, lesquels se verront bientôt remplacés par un forum illimité de témoignages, d'idées généreuses et de récréativité du meilleur goût. 5. Tempérance et liberté d'expression. En rapport direct avec le domaine des médias considéré dans ce chapitre, la liberté d'expression semble se résumer, voire se caricaturer dans l'absolu, au droit de dire n'importe quoi, n'importe comment, à n'importe qui, en n'importe quel lieu et à n'importe quel moment, tandis que du point de vue de la conscience sociétale, elle s'assimile plutôt à la possibilité de critiquer une autorité ou émettre une opinion sans subir de persécution ni autre répression. Or, force est ici de constater qu'en dépit des affirmations péremptoires des ultra-défenseurs de ce droit pourtant fondamental en démocratie, en particulier sur le terrain médiatique, la liberté d'expression ne peut en aucun cas se faire absolue sans devenir aussitôt abusive et agressive, sans réduire celle d'autrui d'une manière ou d'une autre, ou à minima affecter l'intégrité morale et psychologique du ou des destinataires. Il suffit pour cela de considérer l'espace familial de chacun pour comprendre que, même dans ce contexte pour le moins privé, voire intime, on est très loin de pouvoir s'exprimer librement, puisque, de façon toute naturelle et par respect d'autrui, autant que par le légitime souci de vivre en paix, chacun s'auto-censure plus ou moins consciemment, en ajustant le fond et la forme de sa propre expression en fonction du parent ou du proche auquel on s'adresse, tout comme en tenant compte du lieu et du moment. Dans un contexte privé habituel et suffisamment pacifique, il ne s'agit pas là de honteuse hypocrisie, mais d'un simple respect intrafamilial et minimal, sachant bien sûr que plus ce premier cadre de vie sera libéré et démocratique, plus chacun des membres pourra s'exprimer librement, particulièrement via un humour bienveillant, directement proportionnel à la bonne ambiance générale,
est propre à encourager une autodérision des plus salutaires face aux travers personnels de chacun. À l'inverse, les quasi-dictatures parentales sur fond de principes trop stricts d'ordre culturel, religieux, matérialiste ou financier, entre autres, ont pour résultat de créer un irrécupérable fossé intergénérationnel et de museler l'expression de chacun en proportion directe de la soumission qu'impose une autorité devenue illégitime dès lors qu'elle forge des traumatismes aboutissant à une forme de sclérose ou de révolte, à force de violence, de chantage ou de culpabilisation. Il est par ailleurs utile de rappeler que dès ce premier échelon sociétal, les conditions de vie sont déterminantes pour favoriser ou non une liberté d'expression et une communication dont les qualités dépendront plus encore du temps partagé sur un rythme serein que des richesses ou des moyens matériels, ce qui fait égalitairement risquer les dictatures ou les démocraties familiales à tous les étages de nos sociétés, soulignant au passage les progrès apaisants, autrement dit, la tempérance, que seul le délodisme bi-économique saura garantir dès cet échelon familial. On voit donc à quel point la liberté d'expression trouve ses racines les plus nutritives dans la réappropriation d'un temps et d'un rythme de vie qui suppose les innovations ici proposées, mais aussi que toute forme de violence au travers de l'expression de chacun traduit un climat familial délétère proportionnel au degré de dictature ou inversement d'anarchie, cette dernière équivalente à une atomisation en dictatures individuelles. Alors que tout au contraire, les relations intimes d'amour et de paix se fondent sur un goût commun pour l'humour ou la plaisanterie partagée, en tant qu'expression de la liberté et du bonheur authentique que cela procure, à l'image d'une fête familiale devenue quotidienne. Il suffit d'appliquer ces observations sur les autres champs sociétaux propres au travail, au quartier, au village ou même à la nation, pour comprendre qu'elles s'avèrent parfaitement transposables pour l'essentiel de leurs tenants et aboutissants. Cela plaide clairement en faveur d'une liberté d'expression enfin tempérante, c'est-à-dire auto-équilibrée, non pas via l'appellation par trop négative d'une autocensure au relent de frustration, mais sous la forme positive d'un minimum d'empathie, laquelle suppose de veiller à maintenir une juste mesure, autant que possible et en toutes circonstances, tant concernant les propos que les langages utilisés, en se préoccupant des conditions à la fois psychologiques et culturelles de la réception de tout message. A fortiori, lorsqu'il s'agit de communication à travers de multiples formes sociétales via les divers médias précédemment étudiés, la soi-disant liberté d'expression absolue tient du rêve ou du mensonge, dans la mesure où elle n'a jamais existé jusqu'à présent, et ne saurait en aucune façon s'intégraliser en société délodiste et bi-économique, pour les très simples raisons que l'on vient d'évoquer, bien qu'évidemment, l'évolution pacifique d'un avenir enfin tempérisé promette à ce droit fondamental une nature nouvelle, un authentique mieux, à défaut du toujours plus, qui la condamne au beaucoup trop des provoquants excès observables jusqu'à présent. Il est déjà pour le moins patent qu'en simple face-à-face direct et en contexte familial, et donc privé, une opinion, ou même vérité, exprimée trop brutalement ou sans juste nuance, s'avère invariablement blessante ou insultante du point de vue du récepteur, outre le fait que le raccourci du propos et sa violence formelle sont contre-productifs, empêchant la moindre évolution relationnelle pacifique et tout effet pédagogique positif. Que dire dès lors d'une telle situation, lorsque les mêmes attaques verbales s'exercent devant plusieurs témoins, sinon que l'humiliation est à son paroxysme, assimilable à une condamnation que ledit récepteur est en droit de ressentir comme une insulte publique et diffamatoire, propre à atteindre l'honneur au point d'engendrer la pire violence réactive, à la façon des duels d'une certaine époque, en réponse à un simple soufflet. Il est un fait que chaque liberté d'expression gagne toujours à s'auto-limiter en fonction de la liberté d'interprétation de la personne ou du public visé, à défaut de quoi la première peut dériver en aveugle violence verbale dont l'inévitable évolution peut hélas mener aux agressions physiques. Autant dire que, lorsque le contexte devient sociétal dans le sens le plus élargi, au point de devenir potentiellement planétaire via le réseau Internet, les effets amplificateurs centuplent de clic en clic la force potentielle des messages autant que le ressenti des récepteurs. Car en lieu et place de remarques dépassionnées par une légitime et respectable argumentation, il s'agit le plus souvent de vifs jugements ou autres insultes sommaires exprimées sous une forme trop concentrée
pour être digeste à tous les estomacs. Le dramatique et scandaleux attentat contre Charlie Hebdo, dont la rédaction a été en grande partie décimée par le terrorisme islamiste peu après la publication de quelques dessins du prophète Mahomet, est un exemple des pires conséquences auxquelles peut aboutir la liberté d'expression lorsqu'elle n'est pas comprise par telle ou telle personne ou communauté, en raison du fossé culturel séparant deux niveaux ou stades de développement trop différents, tandis que le retentissement mondial de ces événements a durablement déformé l'image de la France et des Français en matière de tolérance, tant laïque que religieuse. Il est justifié de parler de différences de niveau culturel, en tant qu'origine de ce drame, puisqu'en France, la critique caricaturale des religions, avec ou sans humour digne de ce nom, s'est historiquement construite contre la domination excessive d'une Église catholique, qui a fort heureusement évolué au point d'apprécier la caricature et de tolérer la critique, ce qui certes n'était pas le cas aux temps obscurs de l'Inquisition. Cela dit, pour remettre les choses en perspective plus objective, l'humour de Charlie Hebdo ne plaît qu'à une infime poignée de Français en raison de ses propres excès, comme le montre le tirage habituel quasi inexistant de ce média, nonobstant l'évolution des statistiques sous le triste effet publicitaire de l'attentat subi. Les caricatures du prophète ne s'avéraient pas plus insultantes que celles que subissent régulièrement d'autres religions présentes en France, ni pires que les dessins touchant l'armée française ou le gouvernement. Force est donc de constater que ce sont les valeurs culturelles des musulmans de France et d'ailleurs qui, au stade de développement encore trop religieux où elles en sont, ont fait ressentir aux minorités les plus intégristes le besoin irrépressible de venger Mahomet de la façon la plus insupportable qui soit. Cela est effectivement révélateur d'une dépendance religieuse intolérante, en tout point typique des systèmes de valeurs théocratiques, donc d'un retard d'émancipation culturelle, démocratique et humaniste, d'autant plus regrettable pour les musulmans que la partie la plus essentielle de toute religion, c'est-à-dire universelle, s'avère parfaitement compatible avec l'humour, même de goût très discutable et la plupart du temps ignoré en toute indifférence. D'un autre côté, ce même drame est révélateur d'un relatif abus de liberté d'expression de la part de Charlie Hebdo, dans le sens d'un défaut de compréhension, de prise en compte des effets dévastateurs des caricatures en cause sur le public musulman, et a fortiori sur sa minorité la plus extrême, surtout compte tenu des difficultés interculturelles déjà liées à l'immigration comme aux relations internationales, dans le cadre d'un grand pays devenu terre d'asile, à moins qu'il ne s'agisse d'un choix délibéré de la rédaction, en toute connaissance de cause. Dans ce dernier cas, cela s'appelle jouer avec le feu et se mettre en situation de danger pour une cause de liberté qui, du moins s'agissant d'humour, ne semble pas valoir le prix d'une vie, comme a pu le chanter un Georges Brassens prétendument athée. À plus forte raison si l'on se considère comme plus subtil, moralement et intellectuellement plus mûr, voire sans doute plus avancé ou plus humanisé que ceux que l'on critique, il serait logique de faire preuve d'un minimum d'empathie, ne serait-ce qu'en adaptant le ton de son langage ou le dosage de son humour à un public que l'on sait pertinemment plus sensible ou encore incapable de tout apprécier. S'il n'est par définition pas possible à un élève encore immature de se hausser jusqu'au niveau de son professeur, le devoir de ce dernier n'est-il pas dès lors de se mettre, sinon au niveau dudit élève, du moins à une hauteur assez réduite pour être accessible à ce dernier et le faire évoluer d'autant? Dans la mesure où, en matière d'opinion, la tolérance croît en fonction du degré de civilisation, le bon principe de tempérance n'interdit aucunement l'humour ou la caricature en soi, mais suppose une graduation que seul l'émetteur peut maîtriser pour éviter le choc d'un fossé culturel d'incompréhension et partager tout au contraire une progressivité permettant au récepteur de s'émanciper peu à peu en intégrant l'humour d'autrui jusqu'à développer la saine autodérision de la vraie sagesse. Cette recette est en tout point identique à ce qui a déjà été précisé en matière de création artistique, littéraire et surtout de débat médiatique, tant il est indispensable de bien veiller à la continuité autant qu'à la progressivité de tout lien communicatif, condition même de la bonne transmission et interprétation de tout message. De ce point de vue, en se révélant comme le plus bel habit de la sagesse dans son lien indéfectible avec l'authentique humanisation ou conscientisation à l'œuvre, et sans la moindre incompatibilité avec la foi universaliste trop souvent noyée sous la surface dogmatique de tant de religions,
L'humour bienveillant fonctionne de fait comme la toise des civilisations raffinées, en révélant la subtile pacification par la fantaisie que tout échange amical et équilibré suscite. Il est dommage que, par volonté éditoriale délibérée, l'équipe de Charlie Hebdo se soit toujours positionnée dans la provocation d'un langage excessif et aussi bas que possible sur l'échelle de la grossièreté et de la caricature, ce qui fait paradoxalement le jeu du système qu'elle combat, transformant ses forts sympathiques anarchistes libertaires en complices involontaires d'une violence systémique. C'est sans doute pour cette raison qu'une fois passée l'émotion spontanée des grandes manifestations en soutien à Charlie, l'écrasante majorité des Français ne se reconnaît aucunement dans le choix impossible opposant l'option éditoriale de cet hebdomadaire aux horreurs de l'attentat subi. Si le mouvement en faveur de Charlie Hebdo a été très justement populaire, avec l'aide appuyée, voire orchestrée, des médias et de toute la sphère politique, c'est certes par solidarité avec les victimes et leurs familles, ainsi que par révolte contre la barbarie de la fusillade. Mais plus encore, semble-t-il, et via une transposition plus ou moins inconsciente, en soutien massif au principe de la liberté d'expression des médias face aux surdominations d'ordre politique, religieux, économique ou socio-culturel, sachant que les pseudo-démocraties de type monosystémique en constituent la forme relative à tendance progressivement totalitaire, à l'opposé de la future société délodiste, bi-économique et par conséquent tempérante. Ce point de vue pourra choquer les puristes ultras de la plus absolue liberté, si excusable en contexte prétempérant. Mais beaucoup d'entre eux pratiquent la censure et l'autocensure plus souvent qu'ils ne croient, lorsqu'ils cachent sciemment à tous leurs lecteurs, auditeurs ou téléspectateurs, pendant 2 septennats, l'existence d'une Mazarine et la longue maladie de son père, sans dénoncer les faux bulletins de santé de l'Élysée, pour ne citer qu'un exemple déjà lointain. De même, dans la société française, il est strictement interdit de proférer la moindre idée ou insulte à caractère homophobe, raciste ou antisémite, entre autres, ce qui équivaut bel et bien, objectivement, à une nécessaire réduction du champ absolu de la liberté d'expression publique, en concordance avec des principes moraux parfaitement acceptés par les médias. Pourquoi ne pas dès lors étendre ce principe à tous, minorité comme majorité, en se concentrant sur l'interdiction de l'insulte en tant que violence gratuite, pour ne tolérer, comme il se doit en démocratie ouverte, que les seules opinions respectueusement argumentées et formulées. Dans le contexte nouveau d'Internet et des médias individuels, l'affaire Mila corrobore les observations précédentes, en ce sens que toute insulte réductrice diffusée sur le web, même en réponse à d'autres insultes tout aussi condamnables, n'est qu'une violence avérée propre à envenimer les rapports humains, autrement dit, un abus stérile de liberté d'expression sur la seule base de réactions ou d'affects irréfléchis, aussi primaires que les comportements d'automobilistes capables de s'entretuer en se disputant une place de parking, même si, dans le cas de cette jeune femme, rien ne saurait justifier la disproportion des menaces de mort dont elle fait l'objet. En prenant un minimum de recul sociétal, il est impossible de considérer Mila comme la figure de proue de la liberté d'expression du point de vue tempérant, en raison même du caractère provoquant et excessif de ses propos, dont la caricature amalgamesque insulte l'ensemble des musulmans, puisqu'inévitablement, insulter une religion revient aussi à blesser ses pratiquants, ce qui prouve au passage qu'un pouvoir d'expression civilisé en contexte privé comme public doit s'accompagner d'une responsabilisation mature, impliquant dès lors une tempérance minimale du discours tenu. D'ailleurs, Mila elle-même s'est spontanément et officiellement excusée à la télévision pour ses paroles choquantes, avant de se rétracter assez étrangement. Il faut comprendre ici qu'en quelque matière que ce soit, la liberté ne se définit jamais par l'excès ou l'abus d'elle-même, puisque les positions extrêmes trahissent de facto un degré certain d'hystérisation en tout point comparable et symétrique à l'absence ou l'interdiction absolue du même principe, ce qui, soit dit en passant, est également patent dans le domaine écologique, s'agissant d'une Greta Thunberg. Car on ne saurait être libre en étant excessif dès lors que notre intellect se soumet à l'humeur, ce qui aide à comprendre que les meilleurs principes, tels ceux qui sont affirmés au fronton de toutes les mairies françaises, ne sont légitimes et profitables que dans la seule et juste mesure de leur équilibre optimal,
que cela soit entre individus ou communautés, même s'agissant de tout autre principe philosophique et humaniste, à défaut de quoi on se condamne aussitôt à se contredire en vains débordements. Une insulte, en contexte privé ou public, constitue une agression, une violence, sous forme d'un jugement péremptoire de teneur et d'intensité abusive, équivalente à une attaque dont aucune catégorie de citoyens ne devrait faire les frais, à l'instar des groupes sociaux déjà légalement protégés. Comme toute vie en société apaisée le présuppose, ce n'est pas aux citoyens de se faire justice via le raccourci dégradant de quelque insulte, tant il est préférable que seule une loi sans ambiguïté, émanant d'une majorité citoyenne pacifiée par son émancipation, décourage avec puissance et rapidité chaque occasion d'agression jugée illégale, et de façon aussi locale que possible, comme l'accomplira finalement en douceur le futur contexte délodiste par la disparition de l'anonymat sur Internet et l'apaisement du cadre sociétal. Tandis que cette triste affaire rappelle hélas cruellement que le dit réseau Internet ne deviendra jamais un salon privé entre copains assujettis aux humeurs les plus irréfléchies. En l'occurrence, si Mila s'est à juste titre sentie agressée en tant que jeune lesbienne, elle aurait certainement mieux fait de porter plainte, seule ou via le soutien d'une association, tout en décontenançant ses détracteurs par quelque humour, sans tomber ainsi dans leur piège infernal de pure provocation verbale. À en croire le dictionnaire Larousse, le blasphème se définit sous forme de paroles qui outragent, autrement dit insultent, la divinité, la religion, ce qui est considéré comme respectable ou sacré, tandis qu'en 2008, la même référence précisait plus nettement encore paroles, discours qui insultent violemment la divinité, la religion, et par extension quelqu'un ou quelque chose de respectable, le quelqu'un pouvant indifféremment sous-entendre, dans ce cas, Allah, son prophète, aussi bien que tous les musulmans. Du point de vue tempérant, la liberté d'expression ici en cause est certes parfaitement légitime en tant que non-adhésion à ou libre critique de n'importe quelle religion, à condition de maîtriser une expression respectueuse et si possible argumentée. Mais la violence verbale de chaque insulte, même en réponse à un discours en lui-même agressif, est tout sauf représentative d'une maturité tempérante, car elle ne fait qu'exacerber l'aveuglement et l'animosité de la partie adverse, associant objectivement les deux camps dans une spirale mortifère de haine réactive, dont les dramatiques conséquences finissent par devenir incontrôlables. Dans un prochain chapitre de ce livre 3, l'occasion se présentera d'explorer sous plusieurs angles l'extrémisme religieux en relation au principe démocratique de laïcité, mais à ce stade, force est d'observer qu'à l'instar de quelque aboiement canin, toute violence ou insulte est en réalité un signe de faiblesse trahissant, outre l'arrogance, un manque de moyens d'expression, de discernement, de relativisation, d'argumentation et surtout de compréhension minimale du point de vue de l'autre, alors qu'au contraire, une attitude très agressive ne se trouve décontenancée, puis promptement désamorcée, que lorsque l'on sait lui opposer une réaction paradoxalement aussi empathique que possible, en faisant montre d'un effort d'apaisement inattendu, de compréhension sincère quant aux raisons du comportement agressif, permettant aussitôt d'inverser la relation et d'aider autrui à s'exprimer tout autrement sur la base du respect de chacun. L'insulte n'est donc pour celui qui la profère qu'un aveu d'intempérance et la preuve violente d'une perte de contrôle de l'intellect et du raisonnement sous le débordement des émotions. De fait, la décadence sociétale observable de nos jours s'accompagne sans surprise d'une radicalisation des discours, d'une agressivité croissante dont la spirale descendante ne fait que diviser et créer les conditions de la guerre la plus bestiale, dans le seul intérêt des surdominants de tous bords, ce que traduisent les dérapages réciproques qui ont envenimé les relations virtuelles d'une adolescente apparemment mal préparée à l'exercice tempérant et responsable de la liberté d'expression, tandis que les intolérables menaces dont elle fait l'objet depuis lors révèlent le fossé et le retard culturel d'un extrémisme pseudo-religieux en tout point illégitime, à combattre surtout via la loi majoritaire d'une démocratie si possible exemplaire, ce qui, malheureusement, est encore loin d'être le cas, faute de délodisme bi-économique. Par définition, l'insulte est donc un langage extrémiste et violent, et s'avère en tout point aussi dégradante pour celui qui la profère que pour celui qui la subit.
ce que démontrent assez clairement les situations de harcèlement psychologique conjugal, professionnel ou scolaire, ainsi que les déraillements collectifs si mal contenus dans le cadre sportif d'un football, devenu l'exutoire hebdomadaire de toutes les frustrations populaires. Autrement dit, on ne peut insulter sans se placer aussitôt en deçà du moindre équilibre viable, en devenant le symétrique parfait de ce que l'on prétend condamner, tant il est prouvé que le trop froid et le trop chaud entraînent de comparables effets de brûlure et de destruction des tissus organiques, s'agissant de douleurs physiques. Il faut déceler, dans ces excès blessants et destructeurs, la triste empreinte historique de l'intempérance hélas caractéristique des monosystèmes, pseudo-démocratiques ou non, et surtout en déduire que toute personne ayant le moindre pouvoir médiatique, c'est-à-dire désormais chacun de nous grâce au web, endosse de facto une responsabilité dont le corollaire doit être la recherche permanente de la bonne mesure, ce qui ira de soi dès lors que les humeurs violentes seront définitivement gommées par le délodisme bi-économique, au travers de ses heureuses et apaisantes conséquences sociales et culturelles, puisque les messages se positiveront dès lors en témoignages précieux, en créativité infinie et plus encore en communication intégrale entre humains supérieurement équilibrés, à la façon de chaleureuses poignées de main succédant aux coups de poing des pugilats prétempérants. Grâce à la suppression de l'anonymat, cela se traduira sur la toile, en termes de proportion, par la quasi-disparition des contenus délibérément provocateurs et autres débilités avilissantes, démontrant par là même que les abus de liberté d'expression ne sont aujourd'hui encore que la conséquence médiatique d'un cadre systémique injuste, inapte à respecter les besoins légitimes et universels de l'humanité, et qui prend peu ou prou tous les citoyens en otage pour mieux régner en exacerbant le moindre prétexte de division. Quant aux médias professionnels, il est ici facile de comprendre à quel point le délodisme bi-économique pourra tempérer leur rôle essentiel en les libérant du gâchis intellectuel du journalisme partisan, du manque d'objectivité minimale si visible dans le militantisme médiatique où les enferment encore les multiples dérives monosystémiques, tandis que, n'étant plus condamnés à se conciergiser dans les ragots et rumeurs des stratégies politiciennes minoritaires et de leurs enjeux opaques, ils pourront enfin endosser leur vrai rôle d'observateurs, de révélateurs et de synthétiseurs de la future réalité citoyenne, approchant d'autant le plus haut degré possible d'objectivité. Enfin et surtout, qu'il s'agisse de communication publique, de médias privés ou, a fortiori, de participation individuelle au web, la liberté d'expression respectera de plus en plus la double précaution de bon sens qu'implique la prise en compte de tout interlocuteur et la modération du discours via la non-violence verbale. La tempérance systémique induira des progrès sans précédent, non seulement grâce à l'assainissement des contenus médiatiques, tant publics que professionnels ou individuels, mais aussi par le biais de l'apaisement des langages et des modes d'expression, en reflet fidèle de la prochaine concrétisation des valeurs démocratiques, et ce, seulement en l'espace de 2 ou 3 générations à venir, ce qui n'est vraiment rien si l'on compare ce bref délai à près de 3 millions d'années de douloureuse humanisation prétempérante, sachant ici que les principaux effets seront quant à eux visibles dès la toute première génération. Ainsi donc l'évolution aussi inéluctable que prochaine vers l'homotempérance, s'agissant d'émancipation culturelle médiatique, permettra de maîtriser enfin les multiples modes de communication en passant de la critique la plus réductrice et destructrice à l'échange plus constructif et persuasif d'une raison elle-même devenue tempérante ou raisonnable, capable de comprendre l'universel, en osmose toujours croissante avec la sagesse partagée que suppose une société humaine supérieurement évoluée. Août 2021.